Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Tal, bonsoir Marilyn et bonsoir Salim qui arrive en dernière seconde. C'est le spécialiste qui est arrivé pile à l'heure dans l'émission. Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 31e édition de l'Info en question. C'est quand même, je ne pensais pas, quand on a commencé cela ensemble le 11 juin 2020, que nous serions encore là au mois de janvier. Donc, à la fois, c'est une bonne nouvelle parce qu'on reste à vos côtés, et en même temps, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le combat n'est pas terminé, mais c'est pour vous éclairer sur ce chemin, sur ce combat, pour vous soutenir aussi que nous avons pris l'engagement de continuer à être à vos côtés tous les jeudis soirs. Voilà. Alors, nous allons démarrer. Je pense que Chloé va arriver dans quelques instants également. Et nous allons commencer tout de suite par un petit tour de table pour vous donner où on en est au niveau de nos observations attentives de l'état du monde. Et je sais que l'actualité est de plus en plus chargée, sans compter tout ce qui se passe aux États-Unis, pour lequel je vous avoue que je n'y comprends rien. Donc, ne comptez pas sur moi ce soir pour vous éclairer sur ce qui se passe avec Trump, Biden, l'état profond, etc. J'attends de voir ce qui va se passer d'ici le 20 janvier. Voilà. Alors, qui veut prendre la parole le premier ou la première? Salim, commence. Allez, Salim. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous, chers amis. Très heureux d'être parmi vous. Chloé n'est pas là? Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Je suis là. J'espère que vous allez bien. Ah ben, elle est là. Bonjour, bonjour. J'étais dans mon bain, j'ai fait vite parce que voilà. Prends ton temps. J'espère que vous allez tous bien. Ben, écoutez, moi ça va très bien. Il y a une excellente nouvelle aujourd'hui. C'est, vous savez, le piratage des données de Pfizer et des liens, des mails qu'ils avaient avec la Commission européenne. Donc, j'ai pas encore les documents, mais si ceux qui nous écoutent, nos auditeurs ont des documents, qui n'hésitent pas à me les envoyer. contact@lelibrePenseur.org, contact@lelibrePenseur.org, parce que là, je pense qu'on va trouver des merveilles, comme d'hab, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, vous savez qu'il y a eu le discours de Castex aujourd'hui en France, qui continue à mentir, à faire croire que... Et moi, j'aimerais parler aujourd'hui justement pourquoi tout ce qu'il dit est faux, et notamment parlant d'un papier du docteur Gérard de Lépine, concernant cette propagande folle qui ne correspond pas du tout au monde réel. Je viens de voir à l'instant quelqu'un qui m'a expliqué que sa médecin généraliste lui disait qu'elle n'a croisé aucun Covid depuis un moment. Donc, ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent pas qu'il y ait tout cette propagande folle de reconfinement, va-t-on reconfiner, etc. Alors que sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est intéressant. Et j'espère que les gens commencent à comprendre qu'il n'est pas question de santé publique ou de science, mais de destruction de l'économie française pour mettre en place quelque chose d'autre. Voilà, ça c'est une certitude. Donc, on va parler, je voulais vous parler un peu de ça, et puis voilà. Super. Merci Salim. Je pense qu'on va bien s'amuser ce soir, parce qu'il faut quand même garder le moral malgré tout dans cette ambiance assez morne, parce que plus les choses avancent, plus les mensonges sont exposés et deviennent visibles. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Alors, on passe à Marilyn, peut-être, qui a vécu son baptême du feu la semaine dernière. Alors, bienvenue Marilyn. Ce soir, je vais être plus... comment dire? C'était vraiment spécifique et il y avait beaucoup d'informations la semaine dernière. Il y a des points qu'il faudra revenir dessus parce que en fait, ça touche à beaucoup de domaines. Il y a le concept de transition, le concept d'eugénisme. C'est en lien avec la transition écologique, qui est une arnaque, et les objectifs de développement durable, qui est en lien avec BlackRock. Donc là, ce soir, je vais juste vous présenter un petit peu le schéma, une vue globale, une vue d'ensemble. Voilà.
Merci Marilyn. On y va avec Tal. Tout à fait. Alors, dans la même ligne que ce que disait Salim il y a un instant, en France, il y a un réseau qui s'appelle le réseau Sentinelle. Ça correspond à 1200 cabinets médicaux qui font leurs statistiques, etc. Bien, la semaine 52, ils ont trouvé, c'est extraordinaire comme histoire, ils ont trouvé en tout et pour tout 52 malades du Covid. Alors que les instances officielles vous disent qu'il y en a 15 000. Ah, vous voyez là, on est en plein délire. Moi, ce que je trouve extraordinaire, mais qui m'émerveille, c'est comment des autorités arrivent à répéter des mensonges et des mensonges et des mensonges d'une manière tellement répétitive, mais ils n'ont rien derrière eux. Quand vous leur demandez un chiffre juste, ils n'en ont pas. Quand vous leur demandez un document scientifique, ils n'en ont pas. Quand vous leur dites, mais le masque, vous avez des preuves scientifiques, ça marche. Ils vous regardent avec des yeux, vous êtes un complotiste. Je trouve ça très drôle. Parce que ce que je crois, j'en parlerai tout à l'heure, c'est que je crois qu'un mensonge, quand il est petit, on le voit pas. Mais à un moment donné, il grossit, il grossit, il grossit. Et à un moment donné, c'est comme la grenouille qui veut devenir comme le bœuf, pouf, ça éclate. Et je crois qu'on va vers ça. L'éclatement de la folie des menteurs. J'en reparlerai tout à l'heure. Super, merci Tal. Chloé, à toi. Alors, rebonjour à tout le monde. On s'est vu avec Marilyn à la manif à Grenoble samedi dernier, donc j'ai eu la chance de la rencontrer en vrai. C'est vachement chouette. Et donc, ce que je me propose de faire aujourd'hui, c'est un peu un récapitulatif des liens que j'ai trouvés entre la Suisse et les élections américaines. Il y a notamment un compatriote qui a fait tout un article, qui a fait toute une enquête là-dessus. Je vais vous parler de ce qu'il a trouvé et de ce que j'ai comme document. Voilà. Superbe. Merci Chloé. Et en ce qui me concerne, eh bien, j'ai eu le grand plaisir d'accorder une entrevue hier à François, donc François sur YouTube. Et donc, cette entrevue est en ligne depuis ce matin. Et ça a été vraiment un grand plaisir de répondre aux questions de Richard Boutry, qui est vraiment un journaliste que j'apprécie beaucoup, très intelligent, très articulé. Et je vais encore vous parler de François aujourd'hui, puisque je suis retombé sur un article qui avait été publié sur le site de François, cette fois-ci, donc un article signé par Gérard de Lépine, qui fait allusion à un article majeur qui va probablement changer aussi beaucoup la mentalité des médecins ici en Occident. C'est un article qui vient de Chine et qui démontre sans aucun doute que les personnes testées positives asymptomatiques ne sont absolument pas contagieuses. Et ça, c'est vraiment de l'or en barre. Donc, j'aurai le plaisir de vous présenter cela tout à l'heure. Voilà, alors, on va y aller avec, je ne sais pas, en fait, on n'a pas eu le temps de regarder dans quel ordre nous allions parler. Donc, je vais dire, celui ou celle qui se sont prêts, allez-y. Et si personne ne se sent prêt, je veux bien y aller le premier. Voilà, c'est comme vous voulez. Vas-y, vas-y. Vas-y. C'est bon? Je peux y aller si vous voulez. Allez, Salim. Allez. Salut. Alors, donc, je vais commencer par, bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est très simple. On a eu pendant 2 jours, 3 jours, une propagande de fou. On va confiner, on va confiner, on va confiner. Oui, mais c'est possible qu'on fasse du couvre-feu jusqu'à 18h sur tout le territoire, confinement le week-end. Et mais de toute façon, ça va se dégrader. On va confiner le 20 janvier. Tout le monde en parle. En général, quand les médias s'y mettent à tout son cœur, ça veut dire que ça va confiner. C'est extraordinaire. C'est les médias qui dirigent. C'est pas le gouvernement. Et d'ailleurs, comment on peut savoir qu'on va confiner dans 15 jours? C'est pas possible. Ça veut dire qu'on sait ce que va faire l'épidémie dans 15 jours. Peut-être que dans 15 jours, il n'y a plus rien, donc on ne confine pas. Ça ne veut rien dire. On a eu, par exemple, en mars-avril, un pic très haut. Le novembre-octobre, c'était la moitié. Donc, si c'est encore un petit quart et qu'il n'y a pas d'occupation massive des lits de réanimation, ben ça va, tout va bien. On est à 2700 lits de réanimation sur 5000. Ça va, il y a encore de la marge. Donc, voilà. Mais on nous a balancé cette propagande folle, comme quoi c'était impossible à gérer, quoi. Impossible à gérer. Et alors, j'ai vu, d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu cites l'excellent docteur Gérard de Lépine, le couple de Lépine, que j'adore.
Ouais. qui sont très, 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 très compétents et super courageux. Et je voulais, alors où est-ce qu'il est son papier? Alors, ah ben, j'ai perdu mon article. En fait, il a publié un article dans France Soir que je vais vous retrouver de ce pas pour vous montrer comment, et là on va rentrer dans le détail, j'en ai parlé dans mon live d'aujourd'hui, et on va essayer d'entrer dans le détail pour que vous compreniez qu'en fait, il ne se passe rien sur le terrain. Voilà. Sur le terrain, il ne se passe rien du tout, il y a quasiment rien. Alors, tic tac touc, voilà, je vais partager mon écran qui est là. En fait, lui, vicieux comme il est très 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 féru de statistiques et de données épidémiologiques, il est allé loin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé récupérer les données du réseau Sentinelle, ok? Et les données du réseau Sentinelle que vous voyez ici, depuis la semaine 47, il se passe rien, ok? Alors, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais à la semaine 53, il y avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 2 mois aujourd'hui, depuis la semaine 47, où il n'y a rien. Regardez, c'est un plateau bas. C'est un plateau très bas, en dessous de 25 cas pour 100 000 habitants. Sachant que le seuil épidémique, qui déclenche les plans hôpital, etc., c'est 150 à 200 pour la grippe, qui a sensiblement le même R0 que le Covid-19, que le SARS-CoV-2. Donc, c'est exactement la même chose. Sauf qu'il n'y a pas de lit, donc il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Ce n'est pas une question de maladie, c'est une question de moyens, mais ce n'est pas grave. Et là, je vais vous présenter, je vais vous montrer, pour être honnête et aller jusqu'au bout du raisonnement et des preuves, je vais vous montrer les résultats du réseau Sentinelle d'hier. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les résultats d'hier après agrandissement? Semaine 1 de l'année 2021, du 4 au 10 janvier, nous sommes le 14. Donc, en plus, ils sont efficaces, hein, ils sont vraiment excellents. Ouais. Alors, regardez bien, ça a augmenté. C'est vrai, ça a augmenté. On est à 24 cas pour 100 000 habitants. Il y a donc, à mes derniers chiffres, mais lui, il dit que en fait, il y a 1200 médecins généralistes et 200 pédiatres. Bon, ils sont sur tout le territoire. Donc, il y a un maillage du territoire avec des données statistiques très bonnes, très fiables. Une semaine de cabinet, ça fait plusieurs centaines, au moins 200-300 patients, surtout quand c'est dans certaines zones, les médecins des zones des déserts médicaux, ils voient 60-80 patients par jour. Donc, on a 24 pour 100 000 habitants. On est très loin d'un quelconque début d'épidémie. Mais pire que ça, regardez la dernière phrase qu'il y a en bas. Pardon, j'ai fait une mauvaise liaison. Un seul patient a été hospitalisé à l'issue de sa consultation. Il y avait 4,26. Regardez, depuis la semaine, les 104 cas positifs vus par les médecins sentinelles, leur âge médian 49 ans, donc 48 hommes, 55 femmes, 23 sur 99 avaient des facteurs de risque et complications. Un seul patient a été hospitalisé en semaine 1 2021. C'est rien. C'est quoi? C'est rien. C'est pas moi, hein, c'est l'INSERM, j'y suis pour rien. Sorbonne, INSERM, Sentinelle, Santé publique France. Il y a tout dessus. Regardez, j'y suis pour rien, laissez-moi tranquille. C'est eux, c'est des complotistes. INSERM, Sorbonne, Sentinelle, Santé publique France. Et regardez, il y a même Macron, République française, ministère. Il n'a pas lu ce document, Véran. Non. Ministère de la solidarité, des solidarités de la santé. Il faudrait qu'il commence par lire ces documents. Donc, où sont-ils passés? Et comme notre ami le docteur Gérard de l'Épine, et comme je vous l'ai dit, il est vicieux, comme il veut enfoncer le clou et faire mal encore plus, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Les actes médicaux d'SOS médecins. Comme je disais tout à l'heure, en mars, c'était chaud bouillant, avril. En octobre, voilà, c'était la moitié. Là, on est à 400 et quelques, là, on est à 200 et quelques. Et là, regardez, on est sur un plateau. Donc, ça correspond. On n'est pas en train de dire n'importe... Enfin, il y a une concordance, une corrélation, comment on appelle ça? Vous voyez? Et comme il est encore plus fort,
il allait plus loin, il nous a sorti les chiffres des urgences des hôpitaux, les urgences hospitalières en Île-de-France. Pareil, gros pic à mars-avril, fin mars, début avril, petit pic octobre, et là, il n'y a rien, c'est stable. C'est super, on devrait être content, quoi. C'est magnifique. Des fois, les gars, super, on gère bien, il n'y a pas trop. Mais non, il faut confiner, il faut détruire l'économie. Donc là, les conclusions du docteur Gérard de Lépine sont simples. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est quoi leur délire? Pourquoi les universités sont fermées? Pourquoi les écoles emmasquent les enfants? Pourquoi on continue ce cirque? Pourquoi? Donc, il y a un objectif qui n'est pas sanitaire, qui n'est pas médical. Voilà. On sait qu'il n'y a aucune preuve scientifique solide qui démontre que le confinement sert à quelque chose. Au contraire, le confinement détruit tout sur son passage, détruit l'économie, détruit les corps, détruit les esprits, les âmes, les dépressions, les suicides. 20% des étudiants sont en dépression, ont des pensées suicidaires. C'est dramatique. Les gens, ils n'ont même pas de quoi manger. Alors, bien sûr, et j'en finirai par ça, on a dépensé. Est-ce que vous savez qu'un médecin touche plus de 70 € quand il fait un contact tracing? Quand il fait un test, qui fait un contact tracing, ça prend 10 minutes, hein, il fait 70 €. Le test, vous savez combien ça coûte? Ça coûte de l'argent, surtout des millions et des millions, des dizaines de millions de tests. Surtout qu'on en a fait à un moment 3 millions par semaine. Donc, je vous laisse imaginer, ça fait 12 millions par mois, etc. Ça coûte un pognon de dingue. Les tests PCR, les masques par milliards, ça coûte énormément d'argent. Cet argent-là, on est capable de le mettre pour ces âneries. On sait que les tests antigéniques font des faux positifs à 63%. On a vu l'article du Canard enchaîné. On sait que les tests PCR, c'est du bidon, c'est 97% selon le nombre de cycles de reproduction. Enfin bon, bref, ça ne sert à rien. Mais on a mis le pognon. Par contre, personne n'est capable de doubler le nombre. Ça fait 1 an que la crise a commencé. Ils n'ont pas été capables, malgré les 200 milliards de budget de la Sécu, de doubler ou de tripler le nombre de lits de réanimation. Alors on va me dire, oui, mais écoutez, un lit de réanimation, il faut des anesthésistes réanimateurs, ça ne se forme pas en 2 jours. Ah écoutez, il y a Indeed, hein. Moi, je vous mets tout de suite là, maintenant, une annonce sur Indeed pour anesthésiste réanimateur. Je vous garantis que j'en ai 1000 à la fin de la journée. Demain, j'en ai 1000. Ils viennent du monde entier. Indeed, c'est un genre de Pôle emploi, une application mondiale. Ils viennent du monde entier. C'est pas un souci, ça. C'est une question de moyens. Ils ont ruiné l'économie. Ils ont injecté des centaines de milliards d'euros dans l'économie de dette. On a perdu 300-400 milliards d'euros de PIB. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour mettre 2-3 milliards, pour mettre 5 000 ou 10 000 lits supplémentaires, pour arrêter de casser l'économie, là, il n'y a plus de pognon. Je ne sais pas. Il n'y a pas besoin de faire bac plus 10. C'est clair. On est en train de tuer la France. C'est tout. Donc, réveillez-vous, levez-vous. Arrêtez vos conneries. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'attendre je ne sais quoi. Ça ne viendra pas. Nos élites sont nos ennemis. L'exécutif est l'ennemi de la France. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils sont fous. Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas qui tire les ficelles. Là aussi, ça ne m'intéresse même pas. Ce que je sais, c'est que j'observe et je constate le réel. Maintenant, les amis, il faut se lever, refuser toutes ces âneries. Ce n'est plus possible. Moi, je préfère mourir du Covid que mourir de faim et de voir mes proches mourir, de voir un pays beau, magnifique comme la France devenir un pays misérable. C'est une évidence. Voilà ce que je voulais dire pour ce soir. Merci. Et avant de prendre la parole à ta suite, parce que je pense que ce sera une excellente suite à ce que tu as dit, je voulais quand même te poser une question, Salim. Est-ce que dans son article, Gérard de Lépine regarde l'argument qu'on pourrait lui opposer en disant, mais justement, si on est sur un plateau assez bas, c'est parce qu'on a confiné, c'est parce qu'on a fait le couvre-feu, etc. Donc, est-ce qu'il traite cette question? Parce que moi, évidemment, moi, je suis convaincu depuis longtemps que le confinement ne sert à rien. Gérard de Lépine lui-même l'a démontré d'ailleurs, sur ta propre chaîne d'ailleurs. Mais
Est-ce qu'il répond à cette objection? Parce que sinon, on pourrait encore nous dire, non, non, regardez, si on est sur un plateau aussi bas, c'est parce qu'on confine et on met le couvre-feu. Qu'est-ce qui répond à ça? Ou qu'est-ce que toi, tu réponds à ça? Bah, lui, j'ai pas lu ça dans son papier. Par contre, bah, ce que je réponds, enfin, on a posté un papier sur le site qui est extrêmement détaillé, très lourd, d'ailleurs à lire. Alors, je vais essayer de vous le retrouver. En fait, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre que les confinements, là je l'ai pas, alors il faut que je le retrouve, que les confinements servent à quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a la preuve que des pays qui n'ont pas confiné ont fait mieux que nous. Des pays, enfin, les preuves sont, voilà, les confinements ne contrôlent pas voilà, il est là le papier. Enfin, c'est très lent à lire, c'est puissant, vous voyez, regardez. Mauvaise donnée, pas de corrélation, pas de démonstration causale, exception anormale, il n'y a aucune relation entre le confinement et le contrôle des virus. Et regardez-moi ça. Regardez-moi les points 1, 2, 3, 4. Regardez. 11, 15, 17, voilà, 18. Regardez, 23, 28 points, 29. Vous voyez? Tu peux nous montrer le titre au tout? Alors, la source, c'est ça. Alors, nous, on l'a traduit en français et on l'a posté. La source, c'est ça, ok. Et vous pouvez aller le lire. C'est du très lourd. Regardez les références, hein. C'est du joli travail. C'est vraiment du joli travail. Systématiquement, la page, l'année, etc., l'étude clinique, etc. C'est du beau travail. C'est-à-dire que là, c'est toujours pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les osoticiens, là, qui se prennent pour des amoureux de la science et qui sont en fait dans une secte, dans un délire complètement stupide, en fait, ils n'ont aucune preuve scientifique que le confinement serve à quelque chose et est reproductible, en fait. Répétable et reproductible. C'est comme ça qu'on dit en médecine. C'est-à-dire que si une chose est sûre et vraie, si je la fais 2 fois, je tombe sur le même résultat. Et si moi et mon copain, on l'a fait de notre côté, on tombe sur le même résultat. Et c'est pas ce qui c'est observable sur le terrain. Et de surcroît, on a la capacité de le faire, puisque c'est très facile à faire. Pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi? Je pose une question bête. Pourquoi on n'a pas fait le bilan des actions politiques, des politiques restrictives sanitaires de Véran? On est à 1 an de la crise, de crise. Pourquoi on n'a pas fait? On sait qu'on a confiné des zones et pas d'autres, qu'on a fait des couvre-feux de 18h, 20h, 22h. On peut comparer tout ça. Après, on peut aller plus loin. On peut se comparer avec les Italiens, avec les Allemands, etc. On l'a pas fait, ça. Mais ils le savent. Ils savent pourquoi ils vont pas le faire. Parce que ils ne trouveront rien. Donc, c'est du pur. Franchement, c'est des talismans, quoi. C'est des gris-gris, leur truc. Ça n'a rien à voir avec la science. C'est clair. Voilà. Et on peut aller plus loin En fait, il faudrait faire un travail pour expliquer à quel point tout ce qui a été fait pour tuer plus de gens. Voilà. En commençant par ça, en continuant par l'interdiction de soigner, l'interdiction de l'hydroxychloroquine, l'interdiction. Vous vous rendez compte qu'ils ont interdit les anti-inflammatoires dès le début alors que c'est une infection respiratoire? Faut être fou. Même moi, je suis tombé dans le panneau. Même moi, on était tous là, on se disait qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir, le ciel nous tombe sur la tête. Mais c'est complètement débile, une infection. Les anti-inflammatoires, c'est logique. Avec une couverture antibiotique s'il le faut, mais anti-inflammatoire, c'est logique. Après, tout pareil, paracétamol, dodo, domicile, décès. Les 4 D. Je ne sais plus qui parlait de ça, je crois que c'était le Suisse, comment il s'appelle, Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique Michel. Ouais, Michel. Et voilà, c'est n'importe quoi. Et on peut continuer après. Il y a plein de choses comme ça qui systématiquement poussent à la mort, à l'échec. Ne pas augmenter le nombre de lits de réanimation, par exemple. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Bon. C'est complètement fou. Alors qu'on sait qu'on est un pays vieillissant, 67 millions d'habitants. C'est pas suffisant, 5000 lits, on le sait. C'est des chiffres de santé publique. On a les moyennes mondiales. On sait que la France, elle est minable avec ses 3,1 lits pour je sais pas combien de milliers d'habitants. Les Japonais sont à 11, les Suédois à 9, etc. Les Allemands, ils ont 25 000 lits. Donc voilà, systématiquement, c'est même pas une question de confinement, ça c'est beaucoup plus large. Très bien. Merci pour ta réponse, Salim. Et alors, si vous voulez bien, je vais enchaîner parce que
le sujet que je vais traiter aujourd'hui est tout à fait complémentaire à ce qu'il vient de nous présenter. Donc, je vous annonçais en début d'émission que mon attention avait été attirée par un article de Gérard de Lépine daté du 31 décembre sur François, sur le site de François, et ça m'a donné l'envie d'aller plonger dans l'article de référence dont il parlait. Donc, j'y ai passé 3-4 heures hier soir, tranquillement, comme ça, pour vous préparer une synthèse de cette présentation, et vous allez voir, c'est du lourd. Alors, je vais partager mon propre écran, pardon. Voilà, et on est parti. Donc, je dois faire un petit retour en arrière en date du 8 juin 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé dans l'info en question du 11 juin, c'est-à-dire la toute première émission, et on avait annoncé comme une bonne nouvelle que le docteur Maria Van Kerkhove de l'Organisation mondiale de la santé avait dit il semble rare qu'une personne asymptomatique transmette la maladie, et nous étions très nombreux à avoir répercuté cette bonne information en disant finalement c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que on a un argument scientifique pour arrêter le confinement systématique de la population saine, et à la limite, on pourrait juste mettre en quarantaine les personnes malades qui ont des symptômes, mais les personnes asymptomatiques ne semblent pas transmettre la maladie. Eh bien, c'était rêvé en couleur, puisque le 9 juin, donc le lendemain, elle a reçu beaucoup de pression pour faire une rectification, et donc elle a dû, avouer que c'était un malentendu, qu'elle n'avait pas voulu dire vraiment cela, mais qu'elle avait dit que les cas très rares, c'est parce qu'elle avait peu de données au niveau des études, et que donc ça ne voulait rien dire sur le plan scientifique. Et bien entendu, l'AFP, à qui on peut toujours faire confiance pour distribuer des fake news. Je rappelle quand même, je viens de l'apprendre, c'est que l'AFP reçoit, figurez-vous, 120 millions d'euros chaque année du gouvernement français. Ben oui. Donc, on peut s'interroger sur l'indépendance de l'AFP quand on sait que l'AFP est la vache à lait nourricière de tous les journalistes. Les journalistes ne font pas l'effort d'aller chercher eux-mêmes l'information, ils vont sur AFP et ils font une confiance absolue à l'AFP. Donc, l'AFP a bien entendu mis ça en exergue et a été chercher des scientifiques au-delà de tout soupçon. Nous avons Gilbert Deray. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce monsieur, mais c'est un de ceux qui a été les plus virulents contre l'hydroxychloroquine dès le départ. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il a énormément de conflits d'intérêts de chez Gilead. Il est un de ceux qui a reçu le plus d'argent de Gilead avec Karine Lacombe. Et bien entendu, ce monsieur a dit une phrase qui est quand même assez intéressante. Il dit « Il n'est pas scientifiquement possible d'affirmer ». Vous vous rendez compte quel euphémisme là ? Il n'est pas scientifiquement possible d'affirmer que les porteurs asymptomatiques sont peu contaminants. En fait, ça ne veut rien dire. Mais ça, c'est le même discours que les gens qui soutiennent la vaccination en disant on ne peut pas démontrer hors de tout doute que la personne a eu ses effets secondaires suite à la vaccination. Voilà. Scientifiquement, on ne peut pas démontrer. Ben oui, effectivement. Et il y a un autre monsieur qui, dans le même article du 9 juin, monsieur Liam Smith, qui est du London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui a dit, alors ça, je le trouve quand même assez génial, c'est les meilleures études scientifiques à ce jour, il ne les cite pas, bien entendu, suggèrent que jusqu'à la moitié des cas ont été infectés par des personnes asymptomatiques. Alors, vous allez voir ce que vous allez voir avec l'étude qui vient de sortir en Chine. Alors, donc, l'article de François du 31 décembre s'intitule, je vous le mets en plus grand, « Les bien portants, c'est-à-dire les asymptomatiques, ne transmettent pas le Covid-19 ». Étude chinoise sur 10 millions de personnes. Vous entendez là ? On a reproché à Raoul de ne pas faire des études très larges. Là, on a une étude sur 10 millions de personnes qui prouvent à 100% que les asymptomatiques ne transmettent pas le Covid. Ça,
c'est une excellente nouvelle. Alors, donc, j'ai été voir l'article, du coup, je me le suis farci. Donc, c'est heureusement, il n'était pas en chinois, il était en anglais. Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly 10 million residents in Wuhan. Donc, ça veut dire, ils ont fait donc des tests sur sur deux protéines sur les gens qui avaient vécu le confinement à Wuhan et donc dans toute la province de Wuhan, hein, c'est la province de Hubei, et je vous en fais le résumé très rapidement. Donc le but de l'étude, c'était de répondre à 3 questions. Comment évaluer le risque post-confinement? C'est vrai, hein, on a confiné les gens en Chine, mais qu'est-ce qui se passe après? Bon. Deuxième question, c'est comment éviter de nouvelles vagues? Excellente question. Troisième question, comment faciliter la reprise de l'économie et des conditions sociales normales avec le moins de contraintes possibles? Parce que si on est sûr qu'il n'y a pas de contamination possible, ben, ça ne sert à rien de continuer à mettre toutes ces mesures en place. Et la manière dont ils s'y sont pris, c'est qu'ils ont décidé, bon, on est en Chine, hein, on n'est pas dans un pays démocratique, ils ont dit, on teste tout le monde. C'est-à-dire, il y a 10 652 000 personnes de plus de 6 ans dans la province, on les teste tous. Voilà. Et ça représente quand même 94% de la population mondiale, globale de la province. Donc, en fait, entre 0 et 6 ans, il y avait 6% qui n'ont pas été testés. Bon, se sont investis là-dedans 50 000 professionnels de la santé et 280 000 travailleurs et bénévoles. Et ils ont testé finalement 9 900 000 personnes, c'est-à-dire 92,9% de ces 10 652 000 qui ont participé, et ils ont fait tout cela en 19 jours. Vive les dictatures. Et ils ont fait des tests PCR, et là, on connaît le nombre de cycles d'amplification qui est de 37. Donc, je dirais que ça fait partie des recommandations. Et quand ils avaient des tests positifs, ils les ont vérifiés par des tests antigéniques de immunoglobuline M ou immunoglobuline G pour vérifier si on avait affaire à des faux positifs ou à des vrais positifs. Et ils ont publié leur étude le 20 novembre dans une des branches du magazine Nature. Voilà, ça va? Alors, je vous donne les chiffres, les données brutes. Donc, vous voyez, la population totale, 11 320 000, la population de plus de 6 ans, 10 652 000, et il y en a 9 899 000, donc j'ai arrondi à 9 900 000. Ça, c'est 100%. Et regardez, c'est là les surprises qui commencent. Ceux qui n'avaient pas d'antécédents de Covid, donc qui n'ont pas eu de symptômes de Covid sur ces 9 900 000 personnes, c'est 9 865 000 personnes, c'est-à-dire 99,65%. Et il y avait là-dedans, il y avait par ailleurs 34 424 personnes qui ont eu le Covid, qui ont été diagnostiquées Covid et qui ont guéri. Bien entendu, je n'ai pas les chiffres des morts. Donc, les 9 899 000, ce sont les survivants, d'accord, hein, donc, je n'ai pas les chiffres des morts parce que ce n'était pas l'objet de l'étude. Bien, alors, regardons d'abord ce qui s'est passé pour ceux qui n'avaient pas d'antécédents, donc ils n'ont jamais eu de diagnostic Covid-19 sur base des symptômes. Alors, c'est là que c'est intéressant. Eh bien, ils se sont rendus compte que parmi eux, il n'y avait que 300 personnes qui avaient un test PCR positif asymptomatique et 0 personnes qui avaient des tests PCR symptomatiques. C'est-à-dire il y avait 0 malades sur les 9 865 000 personnes et il y avait 300 personnes testées positives mais sans symptômes. Alors, ils ont eu l'idée, géniale je trouve, de dire mais allons voir qui sont les personnes dans l'entourage de ces 300 personnes positives asymptomatiques. Et ça représente 1174 personnes, c'est-à-dire essentiellement des gens de la famille, le conjoint, la conjointe, le fils, la fille, le père, le grand-père, etc., etc. Donc, ils ont eu 1174, ils les ont testés, 0 positif asymptomatique, 0 positif symptomatique. C'est-à-dire que les 1174 personnes qui vivaient au quotidien jusqu'à l'étude avec les 300 personnes positives au PCR sont elles-mêmes testées
0. Alors que vous vous souvenez que nos gouvernements nous ont dit que dès qu'on était en contact, ne fût-ce que très bref, en croisant quelqu'un dans un centre commercial dont le téléphone dit qu'il est positif, eh bien vous êtes considéré comme positif et que vous devez vous confiner. Là, on a des gens qui ont vécu ensemble pendant des semaines et qui sont nuls au niveau positif. Enfin, il y a 0 PCR positif. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'ils ont fait dans l'étude, c'est qu'ils ont pris les 300 et les 1174 et ils les ont confinés. Ils les ont mis ensemble. Disant, ben, on va regarder ce qui va se passer. Et il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que ceux qui étaient négatifs sont restés négatifs. Il y a des PCR positifs parmi les 300 qui sont redevenus négatifs pendant la période. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a eu aucune contamination et il n'y a eu aucun malade, alors qu'on a mis pratiquement 1500 personnes ensemble, justement pour voir ce que ça donnait. C'est génial, non? Enfin, génial, génial. Alors, ils ont quand même testé aussi si les 300 personnes, hein, si vous faites le calcul, 161 plus 29 plus 110, ça fait 300. Donc, ils ont regardé parmi les personnes positives asymptomatiques qui réagissaient positivement aux tests d'immunoglobuline M et G. Et en fait, on se rend compte que donc il y a 63,3% des tests positifs qui étaient confirmés aussi par le test d'immunoglobuline, alors que 110 sur les 300 n'ont pas été confirmés. Donc ça, c'était des faux positifs. Donc en fait, on n'avait même pas 300, on en avait seulement 190. Bon, ça c'est juste un petit détail. Et alors, on reprend l'autre catégorie de personnes, c'est-à-dire ceux qui ont été guéris du Covid alors qu'ils ont eu le Covid entre le 1er janvier et fin avril, d'après les indications de l'étude. Et donc, là, parmi ces gens guéris du Covid, il y a eu 107 PCR repositifs, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ce sont des repositifs asymptomatiques, c'est-à-dire des gens qui réagissaient positivement au test PCR malgré le fait qu'ils avaient déjà fait la maladie et qu'ils en avaient guéri. Par contre, et ça c'est tout à fait normal, un test PCR peut réagir positivement même si on a déjà guéri la maladie. Et par contre, les malades, il y avait personne parmi les malades. Ils ont fait la même chose avec leur entourage, mais ça, je ne vous mets pas les trop trucs à l'écran. C'est le même principe, c'est-à-dire les gens de l'entourage n'ont pas été infectés. Aucun, 0, nada. Donc les conclusions, et j'en arrive déjà à la fin de mon exposé. C'est vous, parce que ça passe vite, hein, ça m'a pris 4 heures pour faire ça. Donc, bon, alors, les asymptomatiques ne sont pas contagieux, même quand ils ont des tests positifs. Ça, c'est à graver dans la pierre, les amis, et à afficher partout où vous serez capable de l'afficher. Et donc, on peut se demander, et ça c'est Jean-Jacques Reffker qui pose la question, c'est, mais alors, il n'y a aucune raison de tester les asymptomatiques. D'ailleurs, c'est une des conclusions de l'étude. Hein. Ils disent, les tests, ça coûte énormément d'argent, et avec l'étude que nous venons de faire, ça n'a aucune justification de dépenser des millions et des millions pour tester des gens qui sont asymptomatiques, parce que même si les asymptomatiques sont positifs au test, ils ne sont pas contagieux. Donc, ça ne sert à rien de tester encore les gens en bonne santé. Il n'y a aucune raison donc non plus de confiner une population saine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un ne présente pas les symptômes classiques du Covid-19, pourquoi confiner des gens comme ça? Pourquoi leur imposer un couvre-feu? Pourquoi leur imposer le port du masque? Pourquoi leur imposer la distanciation sociale? Pourquoi fermer les commerces, les salles de concert, les salles de spectacle, etc. Et pourquoi imposer un passeport sanitaire ou vaccinal? Je crois que poser la question, c'est y répondre. Et donc, ce à quoi je vous invite, chers amis qui nous écoutez aujourd'hui, en direct ou en différé, c'est, eh bien, vous avez la responsabilité maintenant de le crier sur tous les toits, l'existence de cette étude, parce que sinon, on n'en sortira jamais avec tous ces mensonges. Voilà.
ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, vas-y, Tal. Je vais peut-être mettre de l'eau dans ton moulin. Il y a un avocat allemand et californien qui s'appelle Rainer Fulmich qui accuse maintenant et que tous ces tests PCR, c'est une gigantesque tromperie, il le montre par étapes, parce qu'effectivement, un asymptomatique n'est pas malade et que les tests qui font faire plus de 35 sites, etc., ne veulent rien dire du tout. Donc, toute cette espèce d'énorme édifice médiatico-politico repose sur rien de scientifique. C'est que du vent, c'est que de la peur qu'on vous vend, et cette peur a pour but de diminuer votre immunité. Alors la difficulté pour les gens, c'est d'arriver à comprendre que ceux qui tiennent tout ça en main, leur intérêt n'est absolument pas votre santé. Leur intérêt, c'est au contraire de diminuer votre immunité, de vous tuer par petits morceaux, parce que ce qu'ils veulent, c'est détruire l'économie et les populations. Et c'est ça qui est difficile aux gens à comprendre, parce que c'est tellement énorme, mais c'est pourtant comme ça. En 2015 déjà, il y a monsieur Holdren qui avait écrit un livre qui s'appelle Ecoscience, du temps d'Obama, dans lequel il disait il faut réduire la population mondiale. Et c'est ça l'optique de ces élites, réduire la population mondiale. Et ça, c'est dur à comprendre pour la plupart des gens parce que ça semble tellement gros, tellement énorme que nos autorités veulent nous tuer. Non mais oh, on voit toujours l'autorité. Monsieur Macron, c'est le père de la France. Il veut notre bien. Ben non, c'est l'inverse. Il veut pas. Et la guerre, elle n'est pas contre un virus, elle est contre nous, les populations qui veulent démolir. Est-ce que tu voulais dire d'autres choses ou tu reviens plus tard ou Oui, plus tard. Ok, plus tard. D'accord, très bien. Alors, je vois que Chloé se prépare. Alors... j'ai envie de rebondir à tout ce que j'entends. Ça me stimule le cerveau, tout ce que vous me dites. Pour rebondir, Tal, sur ce que tu disais, il y a effectivement aussi Ted Turner, le fondateur de CNN, qui a dit officiellement qu'il voulait réduire la population mondiale à 250 à 300 millions de personnes. Donc ça, c'est sur Wikipédia, tout simplement. L'article que tu as présenté, Jean-Jacques, je te remercie. Je l'avais publié sur mon Twitter le 28 décembre, mais je ne l'avais pas étudié autant en détail. Alors, je te remercie profondément d'avoir fait cette étude que je repartagerai du coup volontiers derrière ma publication. Et puis, je voulais aussi rajouter, Salim, pour tuer les gens, le Rivotril aussi est très efficace dans les EHPAD, bien sûr. C'était pour finir, pour compléter ta liste déjà assez garnie de moyens d'en finir avec nous. Alors moi, je vais en profiter du coup pour vous parler de ce que j'ai un petit peu compilé, retrouvé, recoupé comme info sur les votes électroniques qui, comme vous le savez, se répandent de plus en plus dans nos, j'ai du mal à le dire ce mot, démocratie, dans nos systèmes de gouvernance, on va dire, notamment en Suisse. En Suisse, c'est la Poste qui s'occupe de ça et justement, l'un des logiciels utilisés aux États-Unis pour les élections donc, de novembre, c'est un logiciel qui appartient à Seattle. Donc, c'est S-C-I-T. Ah, attendez, je vais vous montrer ça plutôt, ça sera plus simple. Seattle, c'est ça. Attendez, je vais juste vous partager ça. Share screen. Hop. Est-ce que je vais y arriver? Oui, voilà. J'espère que cette fois, vous verrez l'écran assez grand. Oui, c'est bon. Je ne sais pas si ça vous va. Alors, Seattle, c'est ça, vous voyez. Donc, vous allez sur le site et on voit que les partenaires de Seattle sont évidemment Microsoft. Quand je dis évidemment, c'est parce que je ne suis pas très étonnée. Et la Poste suisse, vous avez Atos, vous avez une quinzaine de sociétés que je ne connais pas toutes, il faudrait peut-être les étudier, mais Atos, c'est aussi un système informatique. Oui. Et puis, quand vous allez dans les clients de Seattle, alors cette fois, attendez, je vous repartage. Tata, c'est un gros constructeur automobile indien. Hein. Oui, Tata, c'est un constructeur indien, effectivement. Oui. Oui, voilà. Alors, je vous partage maintenant cette fois les clients de Seattle. Hop, voilà. Et pourquoi je tombe sur… Non, c'est ici. Est-ce que vous voyez les clients? Vous voyez la page sur les clients?
Ben, on voit toujours Microsoft, Swiss non, Post, alors, Iris, Atos. je n'ai pas fait ce qu'il faut, donc je recommence. Donc là, il n'y a rien, donc c'est normal. Share screen, je retourne ici, je vais dans les onglets et je vais dans les clients cette fois. Est-ce que StreamYard peut bien partager? Cette fois, je suis dans les clients. Est-ce que vous voyez la page client? Oui. Alors, on descend un petit peu et qu'est-ce qu'on voit? On voit des cantons suisses, donc Bâle, ville. On a ministère de l'Intérieur de l'Espagne. Et attendez, ça va être encore plus intéressant. Normalement, au tout début, tiens, c'est drôle, la dernière fois que je l'avais ouvert, c'était au tout début qu'on voyait les élections américaines, le Parlement de l'Union européenne, Commission électorale du Queensland en Australie, élection municipale de l'Ontario, bref, élection américaine, il est ici, ministère des Affaires étrangères, le Parti vert européen, et attendez, c'est pas fini, on a Neuchâtel en Suisse, Fribourg, l'État de Fribourg, le canton de Fribourg, on a 7 États américains, là il y a l'Alaska par exemple, le Canada est pas mal concerné aussi, canton de Russell, pour toi Jean-Jacques, tu dois connaître tout ça. Oui, je vois. Il y a 6 villes en tout, à Toronto, etc. Et c'est pas encore fini. On arrive normalement au ministère de l'Intérieur français. Ouais, non, c'est une mine d'infos. Voilà, ministère de l'Intérieur en France, vous voyez, ici à droite. On a les franchises McDo. On a un peu pourquoi il faudrait qu'on ait des systèmes de vote électronique au McDo. Les Émirats arabes unis, le ministère des Affaires du Conseil fédéral, et puis on a bientôt terminé, ministère de l'Éducation en France, l'Union européenne. Le ministère de la Défense américain quand même, hein, en haut à gauche. Ouais, exact. Ah pardon, je l'ai passé, je l'avais noté, mais je ne l'ai pas. Où est-ce qu'il est, Salim? Ah, c'était plus haut, alors on y retourne. Voilà, il est là. Département de la Défense des États-Unis. Merci pour ton œil de lynx. C'est exactement ça. Donc, vous voyez, ça, c'est tous des clients de Seattle, qui est une société basée à Barcelone. Donc, vous avez de l'Espagne, vous avez du Canada, des États-Unis, de la Finlande, de l'Argentine, des Philippines, de la Suisse et de la France. Voilà pour la petite présentation. Alors, je reviens avec vous. Voilà, donc ça, c'est pour juste vous planter le décor. Et donc, Seattle, eh bien, figurez-vous, a été racheté, le code source de Seattle a été racheté par la Poste suisse. C'était quand ça? C'était en 2020, donc c'était l'année dernière, en mai 2020. Seattle faisait faillite, donc la Poste suisse a les droits à la propriété intellectuelle du code source de la plateforme. Je vais vous montrer un article pour vous le prouver. Cette fois, on va aller sur l'onglet suivant. Si je le retrouve. Là, j'ai beaucoup de pages. J'aurais peut-être pas dû en prendre autant. Voilà. Je crois que c'est ça. On y va. Ta générosité te perdra. Oui, c'est ça. Voilà, donc la Poste rachète l'éditeur de sa solution d'e-voting à Seattle, qui au départ avait collaboré avec la Poste, et finalement le géant jaune a récupéré la propriété intellectuelle du code source. Donc, elle a en fait toutes les lignes, vous savez, le code, les algorithmes, et ben c'est elle qui les gère. Voilà. Pour 78 millions, je parle à la Suisse, 78 millions d'électeurs aux États-Unis, ce qui représente à peu près le tiers des électeurs. Et donc, c'est un monsieur qui s'appelle Neil David Sutz, ou Sutz, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer, qui est à la fois américain et suisse et qui réside actuellement au Tessin, qui a fouillé et qui a simplement remarqué sur des sites totalement officiels, là je vous ai montré un article totalement public, que effectivement la Suisse, donc la Poste suisse, qui appartient à notre gouvernement, donc qui est une société anonyme, donc qui marche avec des actions, mais dont la totalité des actions appartient à la Confédération suisse.
Donc, voilà pour ce qui est de Seattle. Donc, je disais que le monsieur qui a levé le lièvre, donc le fameux Neil David Sutz, eh bien, a eu des antécédents. Disons qu'il a 2 fils. Il a 2 fils. Je vous fais un petit peu l'historique pour vous situer un peu le personnage et pour vous situer l'affaire. C'est quelqu'un comme nous, qui a une âme de lanceur d'alerte et qui a vu ses fils être victimes de pédopornographie dans la famille de son ex-épouse. Et quand il l'a signalé aux autorités américaines, eh bien, les autorités américaines se sont débrouillées pour le faire licencier, pour lui faire perdre son appartement, et il a dû s'exiler en Suisse. Et une fois qu'il est arrivé en Suisse, et précisément à Genève, le SPMI, qu'on dénonce maintenant depuis 2 ans, Service de protection des mineurs, lui a retiré ses 2 fils et les a placés en foyer depuis 3 ans et demi. Donc, j'en profite pour faire un appel à nos institutions de protection des enfants. Je l'ai pris gentiment de rendre ces 2 fils à monsieur Neil David Sutz, qui n'a vraiment pas mérité ce genre de traitement et dont les enfants n'ont certainement pas à subir ce genre de sanctions. Ça, c'est les grosses lignes. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous donner pour compléter ceci? Non, le reste, je ne voulais pas m'attarder sur Dominion et sur Smartmatic, qui sont l'autre partie des votes, parce que je ne me suis pas assez renseignée en profondeur et je ne veux pas vous dire de choses que je n'ai pas absolument vérifiées. J'en profiterai quand même pour finir avec les scandales qui avaient déjà eu lieu avec la Suisse, toujours, avec le Crypto AG. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, c'est une société qui est basée en Suisse et qui permettait de sécuriser les échanges entre, par exemple, des gouvernements, etc. Il se trouve que le Crypto AG est dans la possession de la CIA et du service de renseignement fédéral allemand, et que entre 1960 et 2010, il y a des dizaines de pays qui ont eu leurs conversations secrètes qui ont été en fait piratées par ces entités. Et tout ça au vu et au su du gouvernement suisse. Je rappelle encore un dernier fait pour ceux qui sont adeptes de la votation par e-voting, par les élections électroniques, que il y a, donc c'est un journaliste de la RTS, peut-être que je peux vous montrer ça encore, qui a fait un reportage sur la fiabilité des votations par Internet. Et il a fait donc, attendez, il faut que je le retrouve. Il a fait cette enquête et il a montré qu'en fait, il avait pu voter 2 fois. Donc, c'est Joël Boissard qui est ici. Vous le voyez? Donc, ouais. Journaliste pour la radio-télévision suisse romande, qui avait donc fait cette expérience dans un mode de journalisme d'investigation, comme il en existe encore plus beaucoup de nos jours. Et ce monsieur avait été condamné à une dizaine de jours amende à 180 francs, vous voyez ici, en 2016. Heureusement, il a été relaxé quand il a contesté la décision devant le tribunal pénal fédéral, heureusement. Mais vous voyez, au lieu de le récompenser pour avoir remarqué, pour avoir repéré ses failles, eh bien, on le condamne. Et depuis 2019, donc seulement 3 ans plus tard, eh bien, la Poste a arrêté j'allais dire le e-banking, le e-voting. Est-ce que je peux vous partager ça encore? Il faut que je m'entraîne un petit peu à vous partager les écrans. Ce n'est pas encore totalement fluide là pour moi. Donc, on va le mettre. Ouais, c'est ça. Alors, les hackers ont identifié une faille dans le vote électronique de la Poste. C'est en 2019 et du coup, depuis juillet 2019, eh bien, il n'y a plus de vote électronique en Suisse. Et malgré tout, la Poste veut réintroduire ces systèmes de votation électronique. Elle a un projet qu'elle a élaboré depuis ce mois de décembre. Donc, personnellement, ce vote électronique ne
ne m'inspire pas confiance. Donc, je resterai au vote par courrier. Comme on a des lettres en fait qui nous arrivent, il n'y a plus qu'à les ouvrir, à mettre les croix et à les renvoyer avec notre carte d'électeur. Et soit ça, soit les votations dans les locaux de vote. Et je pense que ça suffira bien comme cela. Voilà pour ma petite chronique. Merci Chloé. Et avant de donner la parole à Marilyn, tiens, Tal vient de disparaître. Alors, je voulais d'ailleurs signaler que apparemment la chaîne YouTube de Tal a été supprimée tout à l'heure parce que ce matin j'ai pu faire la programmation et là ce soir, eh bien, je viens de vérifier, la chaîne de Tal est supprimée également. Donc, bienvenue au club. Qui sera le prochain, Salim? Moi? Non, mais c'est quand même assez. Je dirais ça. On ne peut plus douter du fait que nous ne sommes plus dans une démocratie et que nous sommes véritablement dans une dictature, parce que maintenant c'est tout et n'importe quoi qui est censuré dès qu'on a un discours qui ne va pas totalement, même si ce ne sont pas des discours liés à la crise sanitaire, simplement des considérations d'ingénierie sociale ou des choses comme ça. Boum, on se fait censurer et on se fait parfois même supprimer. Voilà. Donc, et ce que tu disais aussi par rapport à ce journaliste d'investigation qui avait dénoncé les failles, ça me fait penser à un monsieur que j'ai rencontré au moment de la grippe H1N1 qui travaillait au ministère de la Santé du Canada et qui avait reçu la visite de Monsanto parce qu'il était responsable du département sécurité alimentaire pour Santé Canada. Et Monsanto lui a proposé plusieurs centaines de milliers de dollars pour qu'il accepte le programme d'alimentation des produits Monsanto. C'est-à-dire, en gros, c'est pour que Santé Canada accepte que les Canadiens reçoivent de la nourriture modifiée génétiquement venant de Monsanto. Et en échange de quoi, ce gars aurait reçu des centaines de milliers de dollars. Il s'appelle Shiv Chopra. Et donc, il a refusé de se laisser corrompre. Il y en a beaucoup qui se laissent corrompre, mais lui a refusé. Et il a donc dénoncé à sa hiérarchie la tentative de corruption de Monsanto. Résultat des courses, il a été licencié, remplacé par quelqu'un qui a accepté les dollars. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation où Monsanto fait partie des conseillers permanents de Santé Canada pour la qualité de l'alimentation avec McDonald's. Donc, enfin, on est bien ici au Canada, quoi, hein, pour nous dire une alimentation saine et équilibrée. Eh bien, nous avons Monsanto, McDonald's et le troisième, je vous le donne en mille, c'est Coca-Cola Company. Coca-Cola, justement, j'allais te dire. Coca, justement, finance aussi la société qui audite l'hydratation pour l'Union européenne, je crois. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais c'est dingue, hein. C'est lobby qui s'infiltre. Et comme quoi, la vertu n'est pas nécessairement récompensée comme vous le voyez. Bien, alors, en parlant de vertu, nous accueillons à nouveau Marilyn. Donc, Marilyn, comme tu nous l'as dit au début de l'émission, tu vas nous présenter un peu le plan global, la big picture, parce que je sais que tu as des dizaines et des dizaines de diaporamas que tu nous as présentés en partie à Tal et à moi. Et je t'ai suggéré pour aujourd'hui de présenter d'abord l'image globale du puzzle que tu as réuni patiemment ces derniers mois pour que justement nous puissions voir tous les liens qui peuvent exister au niveau de cette opération de coup d'État contre les populations. Alors, je pense que, enfin, je ne sais pas si tu veux faire une petite introduction avant qu'on ne regarde tes diapositives. Non, je vais directement sur la diapo. Je vais essayer de la chercher, à moins que Jean-Jacques, vous pouvez la mettre en ligne. Non, moi, je n'ai pas réussi à ouvrir ton fichier compressé. Ah, alors je vais essayer. Ça, c'est toujours l'éternel problème de compatibilité entre les PC et les Mac. J'ai essayé tous les programmes dont je disposais et ça n'a pas marché.
Oui, oui, c'est bon. À mon avis, ça va s'afficher. Oui, c'est juste une question de lenteur, là, mais. Et voilà. Oui, tu peux le mettre le plus loin possible. Bon. Est-ce que tu peux juste agrandir un peu? Ah, vas-y. Eh oui, ça marche. Ça ne marchait pas. Maintenant, ça marche. C'est super. Nous t'écoutons, Marilyn. Vas-y. Alors, voilà, donc la semaine dernière, je vous ai parlé du plan médecine génomique. Donc, ça va permettre de cibler des stratégies thérapeutiques qui seront appliquées en fonction des résultats d'analyse. Voilà. Donc, on voit que tout se tient en fait. Donc, on a les plateformes de séquençage à haut débit ou très haut débit qui sont là pour analyser les génomes et les exomes entiers de l'homme. Que la 5G, il y a besoin de cet outil pour les analyses de ces plateformes. On voit ensuite, tout va être toutes les données vont être centralisées, bien sûr. Et on a vu la semaine dernière qu'ils vont pouvoir se partager nos données génétiques au niveau international. Donc, bien sûr, il y aura en lien un centre de recherche génomique donc, qui va collecter notre ADN, les exomes. Ils vont pouvoir se focaliser sur les maladies rares et héréditaires en lien avec la consanguinité. Voilà. Donc, par rapport à cette approche, donc il y a des recherches et applications pour le rajeunissement et l'immortalité. C'est ce qu'on a vu avec le concept de transhumanisme. Donc, en France, on a l'association qui s'appelle l'Association française de transhumanisme Technoprog, mais il existe aussi d'autres entités comme Berggruen. Je vais vous citer Berggruen a pour ambition, je cite, c'est « Transformation of the Human » est d'alimenter nos découvertes dans la production d'intelligence artificielle et de biotechnologie et de contribuer ainsi à l'épanouissement humain et non humain. Les deux. A pour ambition, je cite, c'est « Transformation of the Human » est d'alimenter nos découvertes dans la production d'intelligence artificielle et de biotechnologie et de on t'entend en retour, là. Oui, c'est pareil. OK. Ça devait être à cause de moi. J'ai mis mon téléphone malencontreusement en route. Bon, ben Chloé, je coupe ton micro. Oui. Donc avant de te laisser aller plus loin, donc une première remarque. Donc, avec déjà le petit schéma que tu nous présentes, il y a encore beaucoup de choses à regarder. Mais ça pourrait nous expliquer pourquoi il continue malgré tout les tests de toute la population. Est-ce que c'est ça que tu vois à travers cette politique de tests inutile finalement? Tout à fait, oui. Et c'est même pour ça qu'ils vont au-delà de la de l'analyse avec les tests. On disait qu'ils dépassaient les fréquences, Oui, les cycles d'amplification. Voilà, mais parce qu'ils poussent plus loin, ils ne cherchent pas que la trace du virus, ils cherchent autre chose. D'accord. Ok. Donc, le parallèle avec les entités de transhumanisme qui ont un objectif de lutter contre le vieillissement, donc pour l'approche de l'immortalité et de la mortalité, entre autres. Donc, on a vu la semaine dernière, je vous ai parlé de la maladie Randy-Osler, Werner, la progéria, voilà, donc ça, voilà, c'est en lien contre la lutte contre le vieillissement, la lutte contre la mort. Voilà. Alors on va redescendre, donc nos données donc vont transiter donc ici. On nous le passe sur le plan médecine génomique. Ça va. Alors en parallèle, ils vont. On a vu qu'ils avaient créé des logiciels pour faire des calculs de coefficients de consanguinité et apparentement. Voilà, donc on aboutit sur le concept eugéniste.
Alors, je te disais tout à l'heure, lorsqu'on a préparé cette émission ensemble, que la notion d'eugénisme n'est pas nécessairement claire pour tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots ce que c'est l'eugénisme? Parce qu'on en parle souvent, mais je me suis rendu compte en parlant avec des personnes dernièrement que tout le monde ne connaît pas ce terme d'eugénisme. Donc, c'est quoi l'eugénisme? L'eugénisme, comme image flagrante, Hitler, on disait qu'il faisait de l'eugénisme, il cherchait à créer une race supérieure blanc aux yeux bleus. C'est un peu caricatural, mais ça veut dire qu'ils vont sélectionner la population. Donc, on va mettre au rebut, ils vont mettre au rebut les individus qui ne leur servent pas, et ils vont garder les individus qui peuvent leur servir dans leur recherche en lien avec les avancées avec le concept transhumanisme. D'accord. Des avancées de recherche. Donc, c'est le vieux fantasme de la race pure qui ressurgit, enfin qui n'a jamais complètement disparu, puisqu'on sait que il y a toute une filiation familiale, que ce soit la famille Rockefeller, la famille Gates aussi, hein, le grand-père de Bill Gates, le père de Bill Gates et Bill Gates sont dans cette ligne eugéniste également. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aux États-Unis, un grand eugéniste? Est-ce que c'était Henry Kissinger ou est-ce que je me trompe? Il y a Kinsey aussi. Dans cette ligne de pensée eugéniste. Ok. Je vous invite à lire l'article sur AstraZeneca, le vaccin d'AstraZeneca qu'on a repris sur notre site, qu'on a traduit de l'anglais, concernant toute l'équipe d'AstraZeneca qui est eugéniste à 1000%. Ah oui. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Galton et toute la clique, où il y a tous les liens qui sont prouvés. C'est un très gros papier, une enquête approfondie concernant les scientifiques qui ont mis en place ce vaccin et leurs liens dans les universités, enfin voilà, je vous invite vraiment à le voir. D'accord. Vas-y, Tal. Oui. Dans le vaccin qu'ils sont en train de distribuer largement dans le monde entier, il y a de la syncytine. Et la syncytine, c'est une hormone qui va faire que toutes les femmes qui ont ce vaccin vont devenir stériles. Donc, c'est une stérilisation de masse. Et ça, les gens ne le voient pas. On leur dit, c'est vous protégez contre le Covid, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a des eugénistes qui veulent diminuer la population mondiale et stériliser des millions de femmes. Bien. Je rebondis sur ce que vient de dire Tal. C'est exactement ce qu'ont déclaré les scientifiques à la COP23 en tirant la sonnette d'alarme par rapport à une catastrophe écologique, démographique. Donc, ils préconisent une gestion démographique par la limitation démographique et favoriser limiter les naissances. C'est ça. Bon, alors. Alors, je reviens sur. Donc, on est parti du plan génomique. Donc, ça va permettre de maîtriser la population, la société, tant au niveau de la démographie. Voilà. Ensuite, on voit donc la 5G par rapport à la plateforme de séquençage. Ensuite, on voit que la 5G va servir aussi pour le tout connecté. Ils ont prévu ils prévoient de créer des smart cities. Il y a des outils individuels qu'on connaît déjà. Il y a les portables, mais après il y aura les voitures qui seront connectées, etc. Il y a aussi avec le concept de transhumanisme, ce qu'ils appellent réalité virtuelle. Je ne vois pas en quoi la réalité peut être virtuelle. Ou ils parlent de réalité augmentée. Voilà. Et donc le tout connecté, ça va servir essentiellement pour les entreprises numériques. Ils vont être connectés. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire perte d'emploi aussi. Ils ne vont plus avoir besoin de main-d'œuvre. Et il faut rajouter quand même que les smart cities, dans le concept de smart city, si on regarde ce qui se passe en Chine, c'est la notion aussi de
comment appelle-t-il ce Crédit social. le crédit social? Voilà, merci Salim, parce que avec une smart city équipée de multiples caméras de reconnaissance faciale, etc., il suffit que vous traversiez sur un passage pour piétons au moment où le feu est rouge et on vous reconnaît et ça vous fait perdre des points chaque fois sur votre crédit social. Et ça fait aussi partie, je dirais, de tout ce qui est en train de se mettre en place autour de ce prétexte d'un virus qui ne tue pratiquement plus personne, mais qui est une opportunité de recueillir les informations génétiques et aussi de commencer je dirais, à pucer tout le monde. Mais continue, vas-y, on est bien parti là. Donc, les entreprises numériques, donc ils vont pouvoir centraliser les données, donc on a vu génétiques et économiques. Mm-hmm. Et ça va servir donc dans le cadre de la transition écologique et énergétique avec les objectifs de développement durable. Donc, comme vous voyez, on remonte avec les investissements. Tout va être dans des investissements et capitalisation sur les objectifs de développement durable via BlackRock. Là, je vous ai donné un exemple. L'ODD numéro 3, ça concerne la santé et le bien-être. Alors, je vais sortir là. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez ce que je montre? Attends. Non, quasiment pas. Non, c'est trop flou. Non. Alors, en fait, c'est un tableau, je suis tombée là-dessus. Donc, c'est la liste des fonds qui ont bénéficié d'un label ISR. Donc, ça, c'est via BlackRock. Hein. Et donc, vous avez toutes les sociétés de gestion, donc essentiellement des assurances, mais des banques. Vous avez, par exemple, AG2R Mondial, Allianz, vous avez Amundi, voilà, toute la liste de A à Z. Et toutes les classes, donc les classes d'actifs, ça peut être des actions, des obligations, monétaires diversifiées, assurances, voilà. Et vous vous souvenez dans le rapport de médecine transgénomique que je vous ai présenté la semaine dernière, à un moment donné, ils disent que ça va leur servir pour le domaine des assurances et de la vie quotidienne. Les génomes. Oui. Et bien, voilà, quand ils auront nos données génétiques, on va prendre le cas des assurances, eh bien, ils vont pouvoir déterminer, il n'y aura plus de secret pour les assureurs. Ils vont savoir, ils vont connaître l'état de santé le passeport vaccinal, l'état de santé des individus, donc les prédispositions aux maladies, l'état de la maladie actuelle, et ils vont, vous savez, par rapport aux retraites, les personnes d'un âge qui cotisent avec les assurances, en fonction de l'âge qu'elles ont, elles vont payer plus cher parce que c'est des personnes à risque. Mm-hmm. Donc là, en ciblant les prédispositions aux maladies qu'on pourra avoir, qu'on n'aura pas encore déclarées, il y a des personnes qui n'ont pas encore déclaré de diabète, mais qui sont prédisposées. Là, ils vont tout savoir d'avance et ils vont pouvoir appliquer des barèmes tarifaires en fonction de l'état de santé des personnes. Bah oui. Et avec l'Internet des objets, tout connecté, comme votre frigo sera connecté à la 5G, on pourra même savoir ce que vous mangez et ce que vous avez dans votre frigo, et on pourra dire que vous avez des mauvaises habitudes de santé, donc on vous retire des points au niveau de l'assurance. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Et à ce sujet-là, bien sûr. j'interviens aussi. Je vous montrerai après la page 7 d'un rapport du World Economic Forum qui parle justement de l'Internet des objets, mais l'Internet des corps aussi. Donc, on revient après là-dessus, mais voilà. C'est juste très bien. Alors, je vous montre un petit peu vite fait. Donc, l'horizon 2020. Donc, vous voyez, donc ça, c'est pour la France. On n'est plus en plein écran hein, avec ton diaporama. Ah oui. Ça y est, je le remets. Vas-y. Et puis, voilà. Très bien. Super.
Donc, le programme Horizon 2020 avec l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est l'Agence de transition écologique. Donc, dans le cadre de l'agenda 2030 France, et on a donc les objectifs de développement durable. Voilà. Donc, l'ADEME, alors on voit aussi qu'ils ont sorti une loi pour une république numérique. En 2016, oui. 2016. Donc, on verra plus tard. Voilà. Donc, l'agenda 2030 et les ODD. Donc, il y en a 17. Et on voit, il y a un code de couleur. Donc, de 1. Et par exemple, la santé, c'est le numéro 3. Est-ce que je peux dire un petit quelque chose qui se passe au Québec par rapport à justement ces objectifs de développement durable et ces 17 couleurs qui sont d'ailleurs arborées depuis le début par notre directeur national de la santé publique et par Justin Trudeau aussi. Donc, c'est une petite épinglette comme ça avec les 17 couleurs. Eh bien, figurez-vous que maintenant, tous les médecins du Québec viennent de recevoir leur nouveau badge avec leur nom, et ils ont tous les 17 couleurs des objectifs de développement durable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne leur a même pas donné le choix, on leur a dit maintenant, votre identification, c'est ça. Et je trouve ça tellement pervers d'imposer à une population qui est captive, parce que les médecins ici au Québec ne sont pas libres, ils sont quasiment des salariés du gouvernement, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun médecin qui ouvre sa gueule ici au Québec, c'est parce qu'ils sont salariés. C'est même pas comme en France ou dans d'autres pays où au moins on peut l'ouvrir. Bon, après on se fait sanctionner comme Perron, mais et là maintenant on leur impose de porter fièrement en permanence toute la journée leur identification et leur allégeance entre guillemets au programme du monde pour 2030. Continue Marilyn. Alors, voilà, donc des ODD à BlackRock. Donc BlackRock, c'est l'investissement durable consiste à investir dans le progrès. Et donc, ils ont créé des fonds, BlackRock a créé des fonds labellisés. Ils appellent ça des labels ISR. Donc, c'est des fonds de placement labellisés. Donc, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure pour AG2R, Alliance, donc c'est pour les assurances. Mais vous avez aussi Amundi, enfin, il y a toute une liste. Et là, j'ai pris l'exemple donc dans cette liste des fonds qui ont le label. C'est un document qui est récent, il est daté du 21 octobre 2020. Donc, on voit l'exemple là avec DNCA Invest Beyond Climate. Donc, ce sont des fonds d'action européens. On voit qu'ils ont le label ISR. Et pour chaque fonds d'investissement, vous avez toujours un tableau comme ça, récapitulatif, donc avec les performances de responsabilité, les expositions de transition durable et les expositions aux ODD. Et donc, on voit qu'eux, ils vont donc là, pour DNCA Invest Beyond Climate, ils ont investi, alors il faut suivre le code de couleur qui respecte les 17 ODD. Donc, on voit par exemple, ici, ils ont en majorité investi dans le numéro 13 qui est c'est un peu flou. Qui compte le changement climatique. Le 13. Voilà. Ouais. Voilà, donc là, je l'ai agrandi un petit peu. Donc, ils ont investi donc, dans l'ODD numéro 13 à hauteur de 27%. Au niveau de la santé, c'est le numéro 3, ils ont investi à 12,6%, etc. C'est ça. Donc, tout est vraiment très, très, très cadré. Il n'y a plus aucune liberté. Voilà, et donc voilà, on revient au plan transmédecine génomique. La connaissance de ces génomes aura une valeur pour beaucoup d'autres domaines, depuis les assurances aux gestes de la vie quotidienne, nos pratiques et habitudes diététiques, sociales et culturelles. Donc, les libertés, c'est terminé.
Super. Enfin, je dis super, mais c'est pas super. Est-ce que je peux en profiter pour vous montrer la petite page intéressante Vas-y, du Chloé. rapport? Alors, on y va. Et d'ailleurs, après, j'aurais une question à poser à Salim. Encore, Salim, est-ce que tu as déjà travaillé sur BlackRock, toi? Tu as déjà fait des recherches sur eux ou jamais? Pas plus que ça, mais bon, on sait qui c'est. Hein. C'est la guerre privée, le mercenariat. Donc, ce serait intéressant que tu nous en parles 2-3 minutes après Chloé. Là. Ouais, si j'arrive à trouver la page. Normalement, ça devrait être la dernière. Ah, voilà, c'est bon. Donc, j'en profite pour vous dire que vous êtes toujours 10 400, 10 500 avec nous, alors qu'on a de moins en moins de canaux de diffusion, puisque Tal, ton Donc, on a canal... de plus en plus d'écoute. Merci à vous. Merci à ceux qui nous regardent. Alors là, c'est la couverture. Donc, c'est Shaping the Future of Internet of Bodies, New Challenges of Technology Governance. Alors ça, c'est le façonnage du futur de l'Internet des corps. Ouais, j'ai bien dit des corps humains. Les nouveaux défis de la gouvernance technologique. Et on va jusqu'à la page 7. Et on va voir le petit dessin, le diagramme. Est-ce que je suis trop loin? Non, tu es à la page 6. Là. Alors, on y arrive. Je te remercie, Jean-Jacques. Voilà. Donc, exemple d'Internet des corps. C'est bon. Des technologies des corps. Alors, vous voyez ici, est-ce que je dois peut-être un petit peu zoomer? Comme ça, vous voyez mieux. Donc, dans le quart gauche du haut, vous avez les puces implantées pour speed up, c'est accélérer l'accès à la maison, au bureau et aux autres dispositifs. Je me souviendrai toujours que les médias qui m'ont diffamé se sont bien moqués de moi quand j'ai parlé des puces électroniques. J'aimerais bien qu'ils regardent cette émission, histoire de comprendre de quoi on parle. Donc, ce rapport, il date de juillet 2020 et il est tout ce qu'il y a d'officiel. Et là, vous avez également Digital Pills, donc les pilules numériques digitales, le pancréas artificiel et d'autres organes artificiels, les prothèses intelligentes et les systèmes d'implants dans le cerveau. Je ne vous ferai pas toute la suite du diagramme, mais je vous laisserai aller regarder. C'est très intéressant. Et je vois qu'il y a un volet non médical et un volet médical. Hein. Donc, ce sont des puces. Il y a des puces médicales, des puces non médicales. Des puces pour accéder aux dispositifs qui nous entourent, à notre maison, à notre frigo, à je ne sais quoi d'autre. Tout ça via les technologies modernes. Et à part ça, on nous traite de charlatans et d'uluberlus et de conspirationnistes, alors que tout est disponible. Il suffit de chercher. Mais voilà, moi, ça fait déjà en 2009, je dénonçais le fait que on serait pucé en lien avec le vaccin. Alors, je ne savais pas si c'était en injection du vaccin ou à côté, ou enfin, peu importe. Je ne savais pas quelle était la technologie, mais je savais que le vaccin viendrait avec le puçage et on y est, quoi. On y est. Absolument. Merci, Chloé. C'est vraiment, je ne connaissais pas du tout ce document, mais c'est effectivement intéressant d'aller creuser. Salim, tu veux nous dire 2-3 mots sur BlackRock? Juste ce que tu as en tête, là, comme ça. Ouais, non, c'est juste, avant, ce que tu disais avec Chloé, c'est sous nos yeux. Ben, c'est comme le réseau Sentinelle. Ouais. C'est sous nos yeux, c'est officiel, mais personne ne le lit. Bon, c'est en train de sortir, surtout notamment avec l'article du docteur de Lépine Gérard, François, etc. Mais il faut continuer à parler de ça tout le temps, parce que c'est extraordinaire. Comment se fait-il que les dizaines de milliers de médecins français ne l'aient pas lu? C'est pas possible, c'est impardonnable, c'est une faute grave, lourde. On peut pas, ça n'a pas de sens. Sinon, qu'est-ce qu'on fout là? On a 10 ans d'études, bac plus 10, on gagne bien sa vie. Vous, les gars, faites votre boulot, quand même, un minimum. Concernant BlackRock, en fait, BlackRock, c'est maman. C'est maman sur Terre. C'est le règne du pognon, de la finance.
C'est les fameux hedge funds à coup de… BlackRock, je crois que c'est 3 ou 4 fois le PIB de la France. Est-ce que vous vous rendez compte du délire? Le PIB de la France, c'est à peu près 2000, 2003. BlackRock, je crois qu'ils sont à 8000 milliards de dollars d'actifs qu'ils jouent partout. Ils ont été impliqués dans plein de scandales. De toute façon, il n'y a pas un scandale où il n'y a pas BlackRock. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a qui dans BlackRock? Il y a, bien sûr, les Rothschild, ça c'est un grand classique. Où est-ce qu'il n'y a pas les Rothschild? Il y a la reine d'Angleterre, il y a Soros, il y a toute la clique. Tous les criminels, les voyous, les pédocriminels, ils y sont tous. Et je vous laisse imaginer, déjà, vous avez vu Big Pharma. Big Pharma, ils sont ultra puissants, ils ont acheté tout le monde à la Commission européenne, ils ont acheté tout le monde à Paris, ils ont acheté tout le monde avec des budgets de 300 milliards, des chiffres d'affaires, des capitalisations pas des chiffres d'affaires, des capitalisations de 200, 250 à 300 milliards. Ils sont 5, très gros. Les autres, ils sont entre 30, 40 et 80 milliards, etc. Imaginez BlackRock et ses 8000 milliards. Qu'est-ce que pèse BlackRock? C'est juste, ils ont les capacités, je le répète, d'avoir tout ce qu'un État a, des services de renseignement, d'espionnage, une police, des mercenaires. Ils peuvent tout faire, tout faire. Donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est que ces gens-là, quand on arrive à un tel pouvoir sur Terre, on dirige. On ne fait pas que faire de l'argent. On s'impose. On dirige le monde. On donne des objectifs à atteindre. On n'est pas que là pour faire du pognon. C'est pas vrai. Ces gens-là ont des projets pour l'humanité. Et c'est ça qui est inquiétant, qui est véritablement inquiétant. Après, vous les retrouverez partout, hein, dans les médias français, vous les retrouvez en bourse, ils sont partout. Donc, voilà, à partir du moment où on a laissé des gens s'enrichir de la sorte, ils contrôlent le monde, puis c'est tout. Et à partir du moment où les gens riches contrôlent le monde s'écroule. C'est connu, c'est civilisationnel, il suffit d'ouvrir les livres d'histoire. Je vais compléter sur BlackRock, si vous le permettez, parce que comme je suis actionnaire de la Banque nationale suisse et qu'avec le collectif AAA+, dont je faisais partie, on allait dénoncer régulièrement les conflits d'intérêts, les investissements dans les armes, dans les énergies fossiles, etc., on s'est rendu compte que BlackRock gérait en fait les investissements de la Banque nationale suisse, rien que ça, et que le vice-président de BlackRock, Philippe Hildebrand, était avant le président de la Banque nationale suisse. Les portes tournantes continuent à tourner. Alors, je vois, pendant que vous parlez, je continue à surveiller tous les commentaires et vous êtes nombreux aujourd'hui à nous dire c'est bien tout ça, c'est bien de dénoncer, c'est bien de le savoir et c'est ce que je voilà, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, j'ai répondu à la même question hier dans l'interview que j'ai accordée à François au micro de Richard Boutry, où il me disait mais alors qu'est-ce qu'on dit à Madame Dupont qui vous écoute qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et je lui ai répondu que pour moi la manière dont nous sommes manipulés c'est essentiellement par la peur. Et d'où vient la peur? Essentiellement par l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous met dans la peur. C'est quand on ne sait pas ce qui se passe, quand on ne comprend pas ce qui se passe, que nous tombons dans la peur. Et je donnais l'exemple dans mon interview. Au Moyen-Âge, lorsqu'il y avait des éclairs et du tonnerre, on croyait que c'était la colère de Dieu qui s'abattait sur nous. Donc, on avait peur à cette époque-là parce qu'on ne comprenait pas le phénomène. Et je dirais que c'est ça la première vocation de l'info en question, c'est de vous donner des points de repère, de vous donner des informations pour que justement, déjà, vous ne soyez plus pris par la peur et que en plus, vous ayez des outils pour diffuser cela dans votre entourage. Donc, ne négligez pas le travail que nous faisons ici, même si on ne vous donne pas toujours énormément de pistes concrètes, mais la première chose concrète, c'est déjà d'être informé. Parce que du coup, regardez-nous, quelqu'un disait il y a quelques minutes, vous nous dites tout ça avec le sourire. Mais oui, on vous dit ça avec le sourire parce que
En tout cas, nous n'avons pas peur de ce qui est en train de se passer parce qu'au moins on comprend la logique, même si personnellement, en tout cas, moi je trouve ça inacceptable et je suis prêt à aller jusqu'au bout dans mon combat parce que je ne veux pas vivre dans une dictature. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour s'informer, un temps pour s'organiser, se mobiliser et puis un temps pour agir. Et on ne peut pas aller au combat avant d'avoir mis en place toute une stratégie coordonnée et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà, donc c'était juste une petite remarque que je voulais faire parce que je vois que parfois, il y a de l'impatience dans le chat, ce qui est normal, mais chaque chose en son temps. Hein. Les grands généraux d'armée passaient du temps à méditer et à regarder quelle est la meilleure manœuvre possible pour gagner la bataille. Voilà. Alors, oui, Tal, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors, moi, j'avais fait un petit texte qui s'appelle « Les plus incroyables mensonges », où je dis ceci, mais je ne vais pas vous lire tout entier, mais juste l'aider. C'est quand on laisse gonfler les petits mensonges, ils deviennent toujours plus gros, jusqu'à ce qu'ils éclatent. Nous en sommes là. Allons-nous continuer à croire ceux qui veulent, soi-disant pour notre bien, nous contrôler, nous esclavager, nous tuer, ou allons-nous nous réveiller? Alors, j'ai fait toute une liste que je ne vais pas vous dire parce qu'elle est un peu longue, elle est sur mon blog 26, sur mon site santéglobale.org, mais je prends juste un morceau. Les médicaments chimiques, dans ces grands mensonges, et les vaccins sauvent des millions de vies. Ben, c'est un colossal mensonge. Des études viennent de montrer aux États-Unis, je viens d'en parler aussi sur mon blog, c'est que 54% des enfants vaccinés aux États-Unis ont des maladies chroniques, alors que chez les non-vaccinés, il n'y a que 6% de maladies chroniques. Tout ça, ce sont des faits. Nous, notre force, c'est qu'on ne vous dit pas « croyez-nous ». Nous ne sommes pas des gourous. Nous donnons des choses à vérifier par vous-même. Allez les voir et quand vous vous serez fait une opinion, alors je ne vais pas vous lire toute ma liste parce qu'elle est trop longue, mais je veux conclure sur quelque chose de différent. J'aimerais conclure sur quelque chose d'une vision positive. Et là, j'aimerais reprendre un très beau texte de Alessandro Jodorowsky, qui est un personnage extraordinaire de notre époque. Voilà ce qu'il dit. Je ne vais pas tout lire, mais je lis quelques bouts. Les élites sombres, donc cette cabale, sont très effrayées, car elles savent que l'humanité est en train de s'élever à une vibration plus élevée et elles ne se rendent pas compte à quel point la quantité d'âmes éveillées augmente chaque jour. Du coup, leurs attaques sont directes et frontales. Ils essayent désespérément de garder le contrôle. Leurs attaques vont augmenter. Ils vont essayer de faire en sorte que les gens ne se réveillent pas, que les éveillés ne puissent pas communiquer, qu'ils soient vus comme des complotistes, des fous, des délinquants. Mais le saut quantique s'est déjà produit et c'est inarrêtable. Parce que l'humanité commence à comprendre que les animaux sont nos semblables. L'humanité commence à respecter la mère Terre. Elle comprend qu'il n'y a pas de séparation. Nous sommes tous sur la même planète et que nous arrivons ici pour apprendre l'amour, la collaboration, la fraternité. Alors, faites ce que vous voulez durant cette transition, parce que cette transition est en train de se faire. Souvenez-vous de qui vous êtes et soyez les instigateurs du changement. Parce que vous avez votre part de responsabilité. Tout ce qu'on vous demande, dit-il, et c'est très joli, arrêtez d'être de la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, parce que l'être humain est un générateur, mais nous sommes des tourbillons d'énergie. Mais nous sommes, avec nos peurs, nous nourrissons des entités, que ce soit sur cette planète ou ailleurs, qui sont des entités qui se nourrissent de nos peurs et qui nous manipulent à travers nos peurs. Alors, la clé, c'est que l'éveil de l'humanité demande de se tourner vers le pôle positif. Parce qu'à ce moment-là, les entités vont tout simplement mourir de faim. Ils ne vont plus continuer. Et je pense qu'on est à ce grand moment de virage. Il s'agit de dire à chacun, connecte-toi avec ton corps de lumière, ton âme, et observe si ce que tu penses, ton âme dit que c'est vrai. Et à ce moment-là, ne perds plus de temps à servir de nourriture à tous ceux qui se nourrissent de tes colères, de tes peurs, de tes drames, etc. Rancœur, vice, peur, etc. C'est des aliments qui proviennent de la souffrance et qui ne font que nourrir tous ces éléments négatifs. Par conséquent, lâche tes émotions, change ton énergie, mets une musique qui t'élève, chante, danse, respire, allume un feu, embrasse tes chats, ton chien ou ton animal de compagnie, sors dans la nature, dans un parc, médite, fais de l'exercice, fais tout ce qui est nécessaire pour changer tout de suite cette énergie, parce que autrement,
Si tu restes dans la peur et le reste, les émotions négatives, tu sers de nourriture à cette formidable énergie négative. Sois conscient que si tu arrêtes d'alimenter les forces obscures, alors tu vas vivre dans la fréquence de l'amour et ta réalité changera. Et contre là-dessus, les êtres négatifs n'ont aucun pouvoir. Parce que si tu n'as plus peur, ils ne peuvent rien faire contre toi. Concentre ton attention sur ce que tu veux, sois heureux. Et je crois que c'est ça le message important. C'est que nous pouvons montrer tout ce qui va mal, toutes ces catastrophes, enfin bref, mais ce n'est qu'une réalité qui est en train de gonfler et qui va éclater. Parce que grâce à la folie actuelle, les gens ne peuvent que s'éveiller. Quand on leur dit, moi j'entendais un des experts français il y a 1 heure ou 2 qui disait, vous savez, le masque, c'est au moins jusqu'en septembre l'année prochaine. Et l'OMS disait, non, c'est pour la vie. Écoutez, est-ce que vraiment vous voulez avoir des enfants dès 6 ans masqués à vie? Est-ce que vraiment vous voulez rester dans la peur, le confinement? Est-ce que vous voulez ça? Et c'est en train de bouger. J'ai vu qu'en Suisse, il y a déjà 300 restaurateurs, petits magasins qui ont dit, on en a marre, allez, on ouvre. Et dès qu'il y a assez de gens qui vont faire ça… Tal, tu m'as cassé ma surprise. Attention. Allez. Tu vas le reprendre. Mais c'est ça, je crois. Nous sommes à ce moment où il faut que les gens se réveillent en disant, j'arrête d'obéir, j'arrête de faire ce qu'on me dit, je me prends en main, je fais ce qui est juste pour moi. Et c'est ça qui va permettre la transformation. Merci Tal. D'ailleurs, j'ai vu que c'est en Italie qu'il y avait 54 000 restaurateurs qui avaient décidé de rouvrir le 15 janvier. Génial. Et pour moi, d'après moi, c'est le résultat aussi de tout ce travail d'information qui a été fait par des milliers de personnes. Parce que s'il n'y avait pas eu les informations, les restaurateurs n'auraient pas compris qu'ils sont dans un jeu de dupes et dans un mensonge. Donc, c'est par l'information que les choses commencent pour pouvoir agir par la suite et pour pouvoir agir de façon intelligente, voilà, et pertinente. On va bientôt arriver à la fin de l'émission. On est à 11 200 personnes en live, donc on bat des records ce soir. On peut commencer les bonnes nouvelles, enfin non, continuer les bonnes nouvelles de Tal. Oui, ben c'est ça. C'est ce que je voulais poser, c'est que… On peut parler des référendums qu'on a déposés. Vous vous rappelez, le 24 décembre, le jour du réveil, le soir du réveillon, je vous avais dit, il faut vraiment tous signer le référendum contre la loi antiterroriste notamment, mais aussi contre la loi Covid-19 qui permettait au Conseil fédéral de faire à peu près ce qu'il voulait à propos des vaccins, des médicaments, etc. Eh bien, figurez-vous, aujourd'hui, c'était l'échéance pour ces 2 référendums. Pour la loi Covid-19, il y a eu 87 000, attendez, je vous dis exactement le nombre, 87 739 signatures qui ont été déposées, donc il en fallait 50 000, on est vraiment largement au-dessus. Et encore mieux, contre la loi antiterroriste qui nous désigne tous comme des terroristes, toutes les personnes qui se posent des questions, en gros, il y a 118 000 signatures. Et il vous en fallait 50 000. Plus du double. Wow. Donc ça, c'est les méga nouvelles de la journée. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai dormi 4 heures la nuit dernière pour être là à 8h30 à Berne. J'ai un peu la voix cassée d'ailleurs à cause de ça. Ne m'en voulez pas. Un deuxième, donc ça, c'est déjà les 2 bonnes nouvelles. Alors, comme tu disais, Tal, et je vais vous montrer un article qui parle de ces plus de 300 commerces, dont des restaurants, qui ont ouvert lundi, donc il y a 3 jours. Et donc, je vous montre cet article parce que quand j'ai appris ça, ça m'a tellement fait plaisir. Alors, où êtes-vous les restaurants? J'ai trop de trucs ouverts. Marilyn, il faudrait que tu arrêtes le partage là parce que… où est-ce qu'ils sont? Voilà, ça y est, je les ai. Allons-y. Voilà. À moins qu'ils ne trouvent pas. Est-ce que vous voyez quelque chose qui arrive sur votre écran? Parce que moi, je n'ai rien sur le mien. Non, je ne vois rien non plus. Vous ne voyez pas? Mince. Bon, écoutez, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Je ne vais pas monopoliser l'attention puisqu'on est bientôt à la fin. Mais je vous le mettrai dans les liens. Mais en tout cas, ça, c'était la bonne nouvelle du début de semaine. Et donc, appel à tous les restaurants qui sont ouverts. Faites-moi signe parce que c'est important qu'on vous soutienne. Et je transmettrai également l'information aux personnes intéressées. Une dernière bonne nouvelle que je voulais donner, c'est le moratoire qui a été envoyé aujourd'hui par plusieurs collectifs de médecins et de citoyens engagés pour demander au Conseil fédéral, à notre Office fédéral de la santé publique,
Et également à Suisse Médic, vous savez, ceux qui ont des liens d'intérêt avec la fondation Bill et Melinda Gates. Je remue le couteau dans la plaie, désolée. Et puis avec notre ministre de la Santé. Donc, un moratoire qui a été envoyé aujourd'hui pour leur demander d'arrêter la campagne de vaccination tant qu'on n'aura pas des données cliniquement prouvées, en tout cas données cliniques démontrées d'un niveau d'exigence numéro 1. Alors, pour les aficionados, vous comprendrez. Et donc, ce moratoire s'accompagne d'une pétition que je vous mettrai aussi en lien. Donc, tous les citoyens qui ne sommes pas des personnels de santé, nous pouvons toujours signer cette pétition. Pour l'instant, on a presque 5000 signatures. Voilà pour les bonnes nouvelles de la journée. Et puis, je rappelle que donc la prochaine manif, c'est samedi prochain à Annemasse. Je fais toujours ma petite antenne manif. 14h. D'ailleurs, Tal, tu es le bienvenu. Je sais que tu n'es pas très loin. Marilyn non plus. Bon, alors pour Jean-Jacques, c'est un peu plus compliqué. Mais Salim, et si un de ces quatre, tu veux venir nous voir en manif, tu es aussi largement le bienvenu. J'ai souvent des demandes dans ce sens-là. Voilà, c'était pour le chapitre des bonnes nouvelles et des réjouissances. Super. Merci. Avec plaisir. Oui, vraiment. Alors, qui veut… On va organiser ça. Ouais. Ah, moi, dès que je peux reprendre l'avion sans masque et sans test, c'est clair que je reprends l'avion. Ça fait bientôt 2 ans que je n'ai pas pu mettre les pieds sur le sol européen. Donc, ça fait pratiquement 2 ans que je n'ai pas vu ma 3e fille, ni ma mère, ni mon frère, etc. et tous mes amis. Donc, j'ai hâte de vous rencontrer en vrai. Chloé, je ne t'ai jamais rencontré en vrai. Salim, pas encore. Oui, c'est ça. Salim était venu à une de mes conférences en 2009, mais il ne s'était pas présenté, évidemment. Donc, on ne s'est jamais vraiment parlé en vrai et j'ai hâte de venir de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, qui continue avec les bonnes nouvelles ou avec les recommandations pour les prochains jours, les prochaines semaines? Allez, vas-y, Tal. Je crois que ce mois de janvier va être un point de bascule. Ouais. Parce que je suis persuadé que malgré cette énorme charge qui pèse sur les gens, enfin, je n'ai pas besoin de l'écrire, quelque part, ça a un bon côté. C'est comme un accouchement. Vous savez, vous passez par un moment difficile. Puis tout d'un coup, on va voir émerger. Tout simplement pourquoi? Parce que la vérité, on ne peut pas la tenir longtemps à l'écart. Et toutes ces vérités sur ces pédophiles criminels qui gouvernent le monde, enfin, toutes ces horreurs, c'est en train de sortir et ça va sortir en grand dans ce mois de janvier. Et du coup, je suis persuadé que des tas de choses qui semblent aujourd'hui impensables vont tout d'un coup pouvoir sortir. Peut-être février, peut-être mars, je ne sais pas. Mais alors, le point capital pour moi, c'est qu'il faut concentrer notre énergie sur le fait d'être positif, joyeux, dynamique et d'arrêter de nourrir ces égrégores de peur, se plaindre et accuser. Arrêtons tout ça. Nous sommes à la fin d'un monde de fous et nous sommes à l'émergence d'un monde de gens heureux et joyeux. Très bien, super. Merci, merci Tal. On y va avec Marilyn, peut-être. Alors, hop, attends. Il faut que tu branches ton micro. Vas-y. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter par rapport à ce que dit Dr Tal et Chloé. À la limite, je pouvais juste montrer une image qui rejoint ce que je disais tout à l'heure avec le BlackRock et les ODD. Alors, c'est parti. Écran entier. Pendant que tu cherches, il y a quelqu'un qui dit tu pars demain à la nage, tu arriveras plus tôt qu'en avion sans masque. Non, mais il fait froid pour l'instant, les gars. Hein. Nous, on est en hiver ici au Québec. Hein. C'est moins 10 là aujourd'hui. Et pendant qu'il met ça, juste une blague que j'ai vue l'autre jour qui m'a plu. C'est un couple qui dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire arrêter ce Covid? Et la femme me dit c'est simple, on prend la TV, on la jette par la fenêtre. On la jette par la fenêtre, oui. Ben oui. Tout simplement. Tout simplement. Eh oui. Donc ça va, tu trouves l'image ou est-ce que je vais d'abord avec Salim et puis je reviens à toi, Marilyn? Oui, on peut faire comme ça. Alors... Tu peux continuer à faire ton travail de share screen parce que tant que je ne le publie pas, on ne le verra pas. Donc, est-ce que vous voyez là? Non. Allons-y avec Salim d'abord alors.
En fait, moi, je suis très, très, très positif parce que je me dis que ça peut pas trop durer. C'est pas possible. Ça ne pourra pas durer comme ça. J'en veux pour preuve ce que j'ai vu ce matin chez Morandini avec un député qui s'appelle vraiment c'est La République en marche. C'est une usine à abrutissement. C'est assez spectaculaire. Hein. Vous allez Jean-Baptiste Moreau, qui est ingénieur agronome et qui a expliqué le plus calmement du monde que il y allait y avoir une immunité collective partielle. C'est juste voilà, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est plus tenable ce qu'il raconte, ça n'a pas de sens. Faut être débile. Vous avez vu le réseau Sentinelle. Enfin, c'est en train de s'écrouler. Ils tiennent ça à bout de bras avec de la ficelle, du scotch. C'est ridicule. Ils ont juste la force publique. Et ils nous menacent avec des amendes. Ça va péter, ça va péter. Il y a une limite. Ils savent que ça s'effiloche, la corde s'effiloche. Ça va leur péter à la gueule. Et c'est tant mieux. Dans tous les cas, patience, persévérance, détermination. On va gagner, c'est une certitude. On peut pas aller contre les lois du cosmos, c'est pas possible. Hein. Je le dis toujours, ça retombe. Hein, vous voyez, ça peut pas aller plus haut, c'est impossible. On peut pas aller contre les lois de la nature, contre la nature de l'être humain. C'est pas possible. On l'a vu, la corruption, tout a éclaté, c'est parfait. Donc on continue. Je pense que bientôt va falloir commencer à organiser des sorties, des désobéissances civiles, etc. Je crois que c'est une évidence. À Marseille, ils sont sortis après le confinement il y a 2 jours, après le couvre-feu de 18h, les flambeaux là. Donc je pense que c'est parti pour un tour. C'est une évidence. Il va falloir s'imposer et dire à cet exécutif d'ignards, d'incompétents et de minables, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. On est en dessous de tout quoi, au niveau de l'intelligence, de l'efficacité. On est dans la bêtise la plus scandaleuse. De leur dire stop, vous arrêtez maintenant, vous nous laissez vivre, vous dégagez, parce qu'en plus Macron, dans 1 an, il est plus là, donc faut arrêter. La France, elle va continuer, le peuple, il va continuer à vivre. Hein. Donc je suis très positif, il y a vraiment aucun souci de mon côté, mais il faut continuer. Voilà, il faut continuer à faire le travail d'information. Moi, je suis très content. Je voulais justement, par contre, il y a le vrai problème de la censure. Parce que là, on est quand même, on tourne bien, etc. Par contre, je vous invite vraiment à venir nous. On a toute notre chaîne de vidéos sur Odyssey. Si vous voulez voir nos. Alors, je sais pas, il y a que 2000 followers, c'est très peu, alors qu'on est à 135 000 sur YouTube. Donc, c'est vrai que là, on a une visibilité importante. Mais si demain on se fait censurer, là, on est parti sur Telegram. Je suis allé sur Telegram et Signal pour quitter définitivement WhatsApp. Parce que là par contre, ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Si on se fait avoir par la censure aussi bêtement, ça serait vraiment stupide. Donc, il faut quand même avoir cette indépendance d'information. Et puis voilà, quoi. Il n'y a aucun souci. On vaincra, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup, Salim, pour ces messages positifs, mais tout à fait réalistes. Hein. C'est pas je dirais, pas du tout. Voilà. Ouais. C'est vraiment important de le rappeler. C'est que je dis ce que je pense. Oui, mais tout à fait. Alors, Marilyn, qu'est-ce que tu voulais nous dire ou nous présenter? Alors, apparemment, ce sera peut-être pour la prochaine fois, ça bloque. D'accord. La prochaine fois. Qu'est-ce que tu veux nous dire en conclusion? En conclusion, bien, il y a encore beaucoup de choses à voir. On rebondira sur BlackRock et puis là, on a approché un petit peu BlackRock avec les ODD. Et la prochaine fois, je vous montrerai l'arnaque de la transition écologique en lien avec les ODD. Super, très bien. Merci. Et vraiment, je trouve que tu as assuré aujourd'hui encore plus que la fois dernière. C'était vraiment bien concis et ça nous permet de voir que tout est lié. C'est déjà un travail que Claire Sévrac avait fait dans son livre La guerre secrète contre les peuples, où elle faisait des liens avec des choses qu'habituellement on ne fait pas. Entre lesquels on ne fait pas des liens. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié ton intervention d'aujourd'hui et c'est un grand plaisir de t'avoir accueilli dans l'équipe. Vraiment. Qui n'a pas encore parlé? Ben moi.
en fait. Moi, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. D'abord, effectivement, moi, je suis sur Telegram depuis un certain temps et j'ai reçu un message daté du 13 janvier de Telegram où ils me disent « Nous venons de dépasser 500 millions d'utilisateurs actifs. Au cours des seules dernières 72 heures, plus de 25 millions de nouveaux utilisateurs des 4 coins de la planète ont rejoint Telegram. » Et je pense que ça, c'est aussi un camouflet pour les YouTube, Messenger, Facebook, etc., qui se croyaient… Twitter aussi, effectivement. Twitter, il a avoué que c'était une erreur. Ce qu'il avait fait contre Trump, c'était un échec. Oui. Il a dit que il fallait le faire, mais c'était un échec. Oui. Parfait. Donc, et ça prouve ce que nous disons depuis des mois, c'est qu'ils multiplient les erreurs parce qu'ils sont aux abois et donc ils font n'importe quoi. Et en faisant n'importe quoi, nous gagnons du terrain à chaque fois. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier non plus. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est un dernier partage que je vous fais, un partage d'écran. Alors, fenêtre de l'application, voilà. Je voulais quand même mettre en évidence, parce que ça, c'est aussi une bonne nouvelle, on n'en a pas parlé, je ne savais pas si quelqu'un allait en parler aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment important d'aller voir sur… alors, je ne sais pas si je peux augmenter, non. Mais donc, d'aller voir sur la chaîne YouTube de NTD français. Donc, c'est une chaîne que je ne connaissais pas qui présente la conférence de presse Santé libre des collectifs de médecins indépendants pour la COVID-19. J'ai écouté leur conférence de presse hier soir. J'ai trouvé que c'était une telle bouffée d'oxygène, une telle bouffée d'espoir de regarder que, en fait, moi, ce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de préparer, c'est de mettre hors jeu l'ordre des médecins, tout simplement. Exactement, exactement. Ils 30 000, hein, ils sont 30 000, hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ils ont réuni toute une série d'associations de médecins et de non-médecins, parce qu'il y a même l'association Bon Sens, co-créée par Silvano Trotta et toute une série de gens. Il y a l'association du docteur Fouché. Il y a, enfin bon, ils sont tous là. Ils sont tous là. Et ce que j'ai entendu entre les lignes, évidemment, ils ne peuvent pas le dire maintenant de façon explicite. Ce que j'ai entendu, c'est l'ordre des médecins n'est plus légitime et nous sommes en train de nous organiser pour faire un nouvel ordre des médecins. Et ça, je pense que c'est une excellente nouvelle. Donc, allez les écouter. Vous tapez simplement conférence de presse santé libre des collectifs. Donc, oui, et vous allez tomber tout de suite dessus. Donc, je pense que ça, vraiment, ça valait la peine de vous le dire parce que ça veut dire aussi que, bon, il a fallu, vous savez, il a fallu qu'on s'organise. Eux, ça fait des dizaines d'années, comme nous le montre Marilyn et comme nous le montre Chloé, ça fait des dizaines d'années qu'ils préparent leur coup. Nous, on a juste, ça fait 11 mois qu'on est au combat pour les plus anciens. J'ai commencé au mois de février. Il y en a beaucoup qui m'ont rejoint au mois de mars. Bon, Chloé, ça fait des années que tu es lanceuse d'alerte aussi, mais il y en a beaucoup qui se sont réveillés comme lanceurs d'alerte seulement en avril, en mai. Et malgré tout, on parvient à s'organiser en quelques mois, ce qui est quand même extraordinaire. Moi, je tire mon chapeau à toutes ces personnes qui se mobilisent et il y a de plus en plus d'initiatives et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Tout à fait. Et pour terminer, ce que je voulais vous dire encore, c'est que on a travaillé donc sur le réseau social dont je vous avais parlé la semaine dernière, qui est un réseau social dont on va faire l'inauguration officielle lundi. Alors, pour ne pas avoir de problème, je ne vous donne pas encore le nom de ce réseau social, mais ce sera un réseau social qui donc va avoir comme objectif de permettre les solidarités entre personnes qui s'estiment conscientes de ce qui se passe actuellement, des soutiens, des entraides, parce qu'il y a énormément de personnes qui actuellement sont au bord de la faillite, sinon sont dans la faillite, et je pense qu'il va falloir qu'on retrouve urgemment ces
ces actes de solidarité. C'est un peu comme ici au Québec, quand il y a une pluie verglaçante qui prive des foyers, parfois 1 million de foyers d'électricité pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Eh bien, entre nous, nous nous organisons au niveau des maisons qui ne sont pas chauffées électriquement, qui ont des poêles à bois, et on s'organise parce qu'on est en situation de survie. Donc, ce réseau sera là aussi pour cela, et ce réseau sera à la disposition de tous les entrepreneurs qui voudront s'inscrire. Et dans ce réseau, vous découvrirez dans quelques jours la possibilité de faire une recherche en fonction du lieu géographique où vous vous trouvez, en disant « Donne-moi toutes les personnes inscrites dans le réseau dans un rayon de 25 km et qui sont entrepreneurs comme moi ou qui sont restaurateurs comme moi. » C'est-à-dire qu'on a travaillé fort depuis 6 mois sur la mise en place de ce réseau. J'ai investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et c'est un réseau qui sera gratuit. Donc, je ne veux pas de publicité, je ne veux pas de monétisation, rien du tout, parce que ça doit être au service de tous ceux qui ont besoin maintenant de se coordonner pour justement mettre en place des actions de désobéissance civile, comme tu le disais, Salim, parce que c'est aussi par là que ça va passer. Ce sont des actions non violentes, je le rappelle encore une fois, non violentes, mais de désobéissance par rapport à toute cette propagande et ces mensonges. Voilà donc les bonnes nouvelles que je voulais vous donner, vous répercuter pour terminer cette émission. Et donc, si plus personne n'a quelque chose à dire, oui, vas-y, Tal. Moi, j'ai été tellement censuré sur YouTube, on a carrément bousillé ma chaîne, que du coup, sur mon site, j'ai créé une nouvelle rubrique qui s'appelle « Les vidéos qui ne pourront jamais être censurées ». Les gens peuvent s'abonner pour voir tout ce qui est maintenant censuré sur YouTube. Je trouve, je dis ça pas à titre personnel, mais le bon côté de ce qui nous arrive, c'est que nous sommes obligés de changer de paradigme. Oui. On ne peut plus faire comme avant, acheter des jeans qu'on fait 83 000 km, ça suffit. Allons chez le paysan d'à côté. Bref, on va recréer un tissu social magnifique de fraternité, de solidarité, non seulement locale, mais aussi avec tous les peuples de la Terre. Et c'est ça l'émergence géniale, c'est une nouvelle conscience qui va mettre fin aux guerres, qui va mettre fin au pouvoir de l'argent, qui va mettre fin au pouvoir de Big Pharma, de tous ces gens qui veulent dominer une toute petite élite. Et on va dire, ensemble, prenons-nous en main et dans la solidarité, on va faire de cette planète un paradis. Est-ce que ce sera le mot de la fin? Plus personne? Bon, eh bien, c'est le mot de la fin alors. Et on vous donne rendez-vous donc jeudi prochain, comme d'habitude, à la même heure, au même endroit. Je ne sais pas si nous aurons Sophie Meulemans avec nous jeudi prochain ou le jeudi suivant parce qu'elle travaille énormément au niveau de la Belgique et ça avance très très fort aussi au niveau de la Belgique. Donc en fait tout bouge, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que les médias mainstream ne disent rien que il n'y a rien qui bouge, ça bouge dans tous les sens et c'est une bonne nouvelle. Voilà. Alors bonne soirée, bonne nuit, faites de beaux rêves et à jeudi prochain. Salut les amis. Ciao, ciao. Bonne soirée.